Salut à tous! Ce soir, je voulais faire une vidéo spéciale sur la science des Toltecs, une introduction à la science des Toltecs, ou de Carlos Castaneda en fait, c'est plus précisément la science des Toltecs, ce que Carlos Castaneda a rapporté dans ses livres, dans ses romans. Ce qu'il rapporte, ce n'est pas nécessairement la vérité vraie, mais il y a toute une science quand même derrière ce qui est rapporté. Puis aujourd'hui, dans le fond, pour faire suite à ma vidéo que j'avais faite il y a quelques temps sur le tonal et le nagual, ben, je voulais parler du point d'assemblage. Parce que la notion du point d'assemblage, comme plusieurs autres notions chez Carlos Castaneda ou dans la science des Toltecs, est cruciale. Euh, dans la science des Toltecs, il y a vraiment un développement métaphysique de la réalité. Puis c'est une science qui est assez complexe. Elle paraît simple, mais elle est complexe. Elle est très profonde. Ça nous demande vraiment beaucoup d'attention pour percevoir les détails de la complexité de ce qui est apporté par Don Juan et les Naguals. Les Naguals étant finalement des voyants et des sorciers autant que des guerriers. C'est des hommes de connaissance qui ont des facultés de voir l'invisible, de déplacer leur point d'assemblage, justement. Donc, pour commencer, le point d'assemblage, c'est quelque chose qui est pas particulier. On n'entend pas ça dans l'ésotérisme ou dans toutes les sphères spirituelles. C'est pas quelque chose qu'on entend. Puis pour commencer, dans le fond, je vais juste tester mes crayons. Ok, celle-là, ça doit être correct. Chez Carlos Castaneda, dans la science des Toltecs, l'être humain est un être de lumière. Ok, ça c'est quelque chose qu'on entend quand même assez fréquemment. Un être de lumière. Ça, si je rapproche, les reflets sont gossants un peu. Mais bon. Donc, chez Carlos Castaneda, dans la science des Toltecs, on est tous des êtres de lumière. Puis dans le fond, l'être de lumière, dans son ensemble, c'est on pourrait dire aussi, au lieu d'être de lumière, un cocon lumineux. Donc, l'individu, en fait, la totalité de l'être, en dehors de l'ego, c'est un cocon lumineux. Là, il n'est pas très lumineux, là, mais bon, disons que ça, c'est l'être. Ça, c'est l'être. Dans sa totalité, si on pourrait dire. Ou dans sa potentialité. C'est un être de lumière. Puis là, je vais faire mon cercle comme du monde, là. On va faire un cocon lumineux, là. Comme du monde. Puis là, dans le fond, le point d'assemblage, c'est quelque chose qui se trouve dedans le cocon lumineux. Ok. Mettons que, on va dire que normalement, on va faire un gros point ici, là. On va le faire gros parce que là, mettons que le point d'assemblage chez l'être de lumière se trouve à quelque part. Puis habituellement, dans le fond, le point d'assemblage est fixe. Mais là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cocon lumineux, il y a quelque chose qu'on appelle la bande humaine. C'est-à-dire, dans le fond, là où le point d'assemblage... Parce que là, il faut... Ouais, c'est ça. Là où le point d'assemblage peut se promener tout en... Comment dire? C'est là ce qui compte. On pourrait dire c'est un peu compliqué à expliquer, mais bref, en tout cas, je vais faire un dessin. Dans le fond, dans le fond, la bande humaine, c'est comme, mettons, là, mettons qu'on se représente le cocon lumineux en 3D, là. Bon, ben, la bande humaine, c'est comme une tranche de fromage dans un gros œuf.
mettons. T'sais. C'est comme une tranche. Là où que les émanations, ou en tout cas, comment dire, les choses relativement spécifiques à l'humain. L'être de lumière est plus qu'un être humain, mais toutes les choses spécifiques à l'humain se passent dans la tranche de la bande humaine. Je sais qu'il y en a qui doivent avoir de la difficulté à me suivre, mais bon, mettons, ça c'est la bande humaine. Puis le point d'assemblage est là, mettons. Là, mettons, je sais pas, parce que là, j'ai de la misère à faire ça en 3D, là. Ben bon, bref. Ça, c'est un œuf. Il y a la bande, il y a le point d'assemblage. OK? Je sais pas si c'est clair pour tout ça. Bon. C'est quoi la fonction première du point d'assemblage? Ben, le point d'assemblage, c'est le point central de la fixation du monde et de nos perceptions. Je sais pas si c'est clair. Donc, le point d'assemblage, en fait, comment dire? Le point d'assemblage, lui, sa fonction, c'est d'assembler le monde. Notre perception du monde. OK? C'est un peu la conscience, mais c'est un peu ce qui travaille. En fait, c'est comme la conscience, en gros. Mais c'est ce qui génère le monde, c'est ce qui assemble le monde. Donc, le monde tel que moi je le connais est constitutif du lieu de la fixation de mon point d'assemblage dans le cocon lumineux et dans la bande humaine. Donc, tout le monde que je vois, même mon corps humain, toute mes connaissances relatives au corps physique, au corps, à l'univers matériel, à la science, c'est relatif à ce qu'on appelle le tonal, là. Dans le fond, comment dire? Disons qu'il y a un point d'assemblage qui est prépondérant dès la naissance. Qui est fixe dès la naissance, on est conditionné à le maintenir fixe par la connaissance, par ce qu'on appelle le tonal. Donc, on appelle ça la première attention, dans le fond. Première attention. Le tonal. Ce point-là est fixement, rigidement fixé à un certain endroit. Il va varier un petit peu, minimalement, en fonction de certains chocs de vie ou certaines circonstances qui fait que, bon. Tout ça pour dire que il est relativement stable. Le point d'assemblage est stable, normalement, chez tout le monde. OK? Je ne sais pas si on me suit, là. Faut lire les livres de Castaneda pour mieux comprendre, mais il faut le lire, mais il faut vraiment saisir. Faut avoir beaucoup d'imagination, puis il faut avoir non seulement de l'imagination, mais une représentation empirique de ce qu'il y en est. Puis c'est pas facile. Donc, le point d'assemblage est ce qui constitue la fixation de mon point d'assemblage constitue ma réalité de l'instantanéité du moment dans lequel je vis. Donc là, on pourrait dire que mon point d'assemblage en ce moment est très fixe. Parce que je suis dans un état normal, j'ai pas pris de drogue, je suis pas dans un stress, je suis pas en train d'halluciner ou quoi que ce soit. Mais là, c'est parce que c'est plus touché que ça, là. Parce que là, chez les Toltecs, on est des êtres magiques. On est les constitutionnalisateurs. Non, je ne sais pas si c'est le bon terme. On crée notre monde. On est des créateurs de monde. Mais plus souvent qu'autrement, on n'a pas conscience qu'on est un être de lumière.
que nous sommes un cocon lumineux. Ou en tout cas qu'on a une potentialité infinie. On n'a pas conscience de notre réalité, là. On a juste notre ego. On est totalement dans le tonal, dans la première attention. Puis là, il y a des degrés de conscience dans le tonal aussi, là. Dans le fond, le tonal, c'est la forme pensée, c'est la forme perçue, c'est la... C'est la première attention. Ok, là, c'est dur à expliquer un peu. Parce que moi-même, en fait, je le sais, mais je le sais pas empiriquement. Comme les Toltecs, mettons. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les Toltecs, ce qu'on appelle en anglais les seers, c'est-à-dire les voyants, les hommes de connaissance et les naguals, ils ont la capacité de voir l'individu dans sa totalité, dans le fond, l'être de lumière. Mettons, ils sont capables, mettons, d'aller dans un marché public puis d'observer les individus. Mais non pas en tant que corporalité simplement humaine, mais en tant que boule d'énergie. Parce que tout ça, dans le fond, c'est de l'énergie. Puis ils sont capables de distinguer ceux qui ont un bon tonal de ceux qui ont un moins bon tonal. Je pense je me rappelle plus, il faudrait que je réécoute ma vidéo sur le tonal et le nagual, mais ceux qui ont un bon tonal, c'est ceux qui ont une bonne discipline de vie. Non pas simplement une bonne discipline de vie, mais une capacité en tout cas, avoir développé ce qu'on appelle les talents du guerrier. Dans la science des Toltecs, il y a le guerrier et le sorcier. L'un n'empêche pas l'autre. Mais le guerrier, le principe du guerrier, c'est de travailler, c'est de faire le ménage sur l'île du tonal, ou le tonal, dans le fond. C'est de bonifier son tonal. Puis le sorcier, c'est de rentrer en relation avec le nagual. Le nagual, c'est notre part inconnue. C'est l'inconnu puis l'inconnaissable. Mais ça, c'est deux affaires différentes. Bref. Donc, les voyants, les naguals, c'est comme des maîtres, si on veut, des hommes de connaissance, ont la capacité d'observer les autres. De voir si leur point d'assemblage est fragile. Ben, en tout cas, pas fragile, mais si leur tonal est bon, puis tout ça. Bref, en tout cas, c'est un peu compliqué parce que... Mais là, les naguals ont la capacité d'intervenir sur le point d'assemblage en déplaçant le point d'assemblage de l'être de lumière. Sauf que celui qui subit un déplacement du point d'assemblage, il risque de capoter un petit peu, là. Parce que c'est tout son monde qui va être bouleversé. C'est comme s'il hallucinerait. Mais encore pire. Parce que... en tout cas. Parce que dans le fond, même s'il y a un déplacement du point d'assemblage, il y a toujours une propension naturelle qui tend à ramener, un peu comme si dans le fond, le point de fixation originel était un lieu comme élastique. Ben, pas élastique, mais où que, dans le fond, le point d'assemblage irait vers tel endroit, mais aurait tendance à revenir vers le point initial. Il y a une propension naturelle à ramener le point vers la fixation d'origine. Mais là, quand t'es pas dans ta zone d'origine, ben ta conscience est troublée, ta perception est troublée, ton monde est troublé, ton univers est troublé. Ou en tout cas, t'as l'impression qu'il soit troublé. Parce qu'en plus, ton tonal tend à vouloir expliquer par la connaissance, par la forme pensée, tout ce qui t'arrive. Fait que ton tonal, il va beaucoup essayer de travailler dans ce déplacement-là. C'est là que, dans le fond, c'est là que les naguals, les hommes de connaissance ou les voyants, vont faire travailler leurs disciples à développer leur côté, leur deuxième attention.
deuxième attention, ou leur côté gauche, ou le qu'on appelle aussi leur nagual finalement. Le déplacement du point d'assemblage est possible. En fait, mettons que je prends des psychédéliques. Je prends des champignons magiques, je me tape un trip de 4 grammes de champignons magiques. Là, je vais flyer en tabarnak. Moi, j'en prends, mettons, juste 2 grammes, puis je fly, là, parce que je suis super sensible. Mais je prends un 4 grammes, ou je prends, mettons, du Bulfo alvarius, ben là, mon point d'assemblage du Bulfo alvarius, dans le fond, c'est un crapaud que tu prends, dans le fond, une excrétion de ses joues, d'une glande, qui est au travers sur la surface de ses joues, puis tu fumes ça, c'est de la DMT, ok? Puis là, t'as ça quand tu décolles. Ben, quand tu décolles, c'est ton point d'assemblage qui tente d'assembler un nouveau monde, ou en tout cas ce qu'on appelle un nouveau monde, hein, qui tente d'assembler des émanations qui sont relatives à la bande humaine. Mais là, t'as tout le temps la propension du tonal qui cherche à expliquer, puis tout ça. Ce qu'on appelle l'ego aussi, là. Mais à un moment donné, là, comme tu prends la DMT, à un moment donné, tu perds ce contact-là. Là, t'es vraiment dans l'inconnu, t'es dans le nagual, là. T'es dans la deuxième attention, puis c'est pas super confortable, tu sais. Donc, le point d'assemblage peut aussi se déplacer quand t'es malade, ou quand tu prends de la bière, ou peu importe. Quand tu es en extase parce que tu as médité ou tu as fait un jeûne pendant un certain temps, ça va déplacer ton point d'assemblage. Peut-être pas de manière drastique comme, mettons, si tu ferais un trip de DMT, mais ou que tu recevrais, parce que dans le fond, les naguals sont aussi capables de déplacer notre point d'assemblage de manière externe. C'est-à-dire, eux autres, dans le fond, ils procèdent à ce qu'on appelle le coup du nagual. Le coup du nagual, dans le fond, c'est une passe magique du sorcier ou du nagual qui va intervenir sur le cocon, sur le point d'assemblage, puis l'individu va justement sa perception du monde va changer parce que ce qui permet la fixation de son monde, c'est comment dire, c'est le point d'assemblage. On pourrait dire que c'est sa conscience. Donc, notre conscience est déplacée. Notre conscience crée les mondes parce que notre potentialité de la bande humaine est très, très large. Mais là, il y a plusieurs affaires à savoir, là. Parce que dans le fond, ça, on pourrait dire, c'est notre point normal. Là où on est bien, où c'est notre quotidien d'être humain de tous les jours, boulot, dodo, travail, sexualité, chiolage sur Facebook, etc. Mais là, les sorciers ou les voyants qui se pratiquent dans le monde invisible, dans le nagual, si on veut, ben, ils peuvent déplacer leur point d'assemblage assez bas, mettons. Mettons ici, ça c'est l'extrême opposé, là. Mettons, ça c'est l'arrière. Mettons ici, là, ils déplaceraient leur point d'assemblage. Mettons, ça c'est si on met en 3D, là, mettons. Bon, à l'extrême opposé, là, ben, ils vont prendre des formes animales, ils vont changer de forme. Ils vont devenir autre chose que, tu sais, ils vont se transformer, là. Leur monde vont littéralement, ils vont prendre une autre forme que l'être humain conventionnel. Moi, je dis pas que je crois à tout ça. Je fais juste rapporter la science de Castaneda puis la science des Toltecs. Donc, chez les Toltecs, chez Don Juan, chez les Naguals, chez les voyants, ben, il y a plusieurs façons de créer le monde.
Il y a plusieurs façons d'assembler le monde, mais il y a des endroits spécifiques chez tous les êtres de lumière, les cocons lumineux. Il y a des endroits spécifiques où ça nous porte à faire ou à assembler des mondes qui sont, comment dire, qu'on pourrait dire qu'il y a une correspondance entre les individus, entre les cocons lumineux, que des correspondances scientifiques. Donc, c'est là qui est intéressant parce que les anciens voyants, les nouveaux voyants, ont développé, comment dire, une science au travers de l'exploration de leurs cocons lumineux. Là, il faut considérer là, ce qui est important de comprendre, parce que là, il faudrait que je fasse une vidéo spécifiquement sur les bandes des émanations de l'aigle et les grandes bandes des émanations. Je vais faire une vidéo parce que c'est compliqué, mais le monde tel qu'on le connaît, ce qu'on perçoit n'est pas des objets. C'est simplement des émanations qui correspondent, dans le fond, à l'assemblage de notre attention, de notre point d'assemblage, finalement. Dans le fond, il y a des émanations extérieures, il y a des émanations intérieures. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est comme si notre conscience créerait le monde dans lequel on est en fonction qu'il y a une interaction entre la force créatrice et les émanations. Parce que nous-mêmes sommes... C'est comme si on avait un pouvoir divin, ça on pourrait dire. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est à peu près ça. Mettons, voyons les émanations comme des filaments, des fibres. Parce que les autres, ils parlent de fibres. Là, les grandes bandes des émanations de même, ça, c'est ce qu'on verrait, mettons, si moi je verrais comme un voyant, je verrais dans le fond, non pas le monde en tant que perception, je vois un mur, telle affaire, je verrais des fibres lumineuses. Les fibres lumineuses sont l'objectivité extérieure, ça avec quoi mon point d'assemblage interagit pour assembler des mondes. Le monde tel que l'on conçoit n'est simplement qu'une fabrication perceptionnelle, imaginative. Je vais utiliser le mot imaginative, mais pas en fonction de la cognition, mais simplement parce qu'il y a une structuration logique, cohérente, en fonction d'une interaction entre les bandes, les grandes bandes des émanations, puis les émanations, les émanations elles-mêmes, et l'être, le cocon lumineux, avec son point d'assemblage, il y a une interaction. C'est ça qui forme le monde. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, là. Après ça, je vais faire une vidéo spécifiquement sur les grandes bandes des émanations de l'aigle et les émanations. Et les bandes aussi. En tout cas, bref, c'est tout... ça fait longtemps en plus. Là, j'ai comme arrêté la lecture. Je pense que je suis rendu au 6e livre, puis j'ai pas lu la totalité, là. J'ai même pas fini les romans, puis tu sais, je pense que j'ai une bonne compréhension de ce que c'est. Donc, là, mettons que l'œuf il est en 3D. Bon, je vais effacer cette partie-là, là. Mais toute la partie qui est en dehors de la bande humaine, même pour les voyants, est très difficile à, à négocier avec, c'est-à-dire à comprendre, à saisir le réel. Donc, ce qui est de l'ordre de la bande humaine, on pourrait dire, est de l'ordre de l'entendement, non pas simplement au niveau de la cognition, mais au niveau de, de la perception, puis d'une connaissance qu'on pourrait dire silencieuse. Mais là, de ce qui est, on pourrait dire, dans le cocon lumineux, mais qui n'est pas de la bande humaine, là, on est dans l'inconnu. Puis ce qui est à l'extérieur du cocon lumineux, là, on parle dans ce qui était un peu, il y a des choses qui sont inconnaissables. Qui sont, mais ça, je pense que je vais pouvoir mieux expliquer ça, mais parce que là, tu veux pas, j'ai lu un peu
un résumé de ce que j'avais fait par rapport au point d'assemblage, mais j'ai fait des résumés aussi pour les grandes bandes d'examination, tout ça, parce que c'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué, là. C'est pas... le monde des Toltecs, ce n'est pas le monde physique, voire même même ésotérique du supramental, l'astral, l'éther, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pantoute. Sérieusement, ça n'a rien à voir. Ici, nous serions comme des êtres de lumière qui navigueraient, qui s'incarnent, on pourrait dire qui s'incarnent au travers la bande humaine. Donc leur conscience se situe dans la bande humaine, mais on est plusieurs à pouvoir interagir ensemble. Donc moi je suis un cocon lumineux, on pourrait dire que ça c'est l'âme. On pourrait dire que ça c'est l'âme. Donc, ben moi je peux, de par le fait que je corresponds à une spécificité relative à mon point d'assemblage en tant qu'être humain, ben je peux interagir dans le monde que je partage en tant que conscience, mais avec d'autres personnes, avec d'autres individus qui sont des cocons lumineux. C'est pas facile à comprendre, hein, je sais. Même moi, des fois, je suis comme, comment que je peux expliquer ça, tu sais? J'aimerais ça, mettons, qu'un Toltec vienne me voir, là, un Nagual, mettons, que, tu sais, qui vienne me voir en personne, puis qu'on puisse discuter de la profondeur de la science, parce que, tu sais, j'aimerais ça pouvoir... Je trouve que c'est une science qui est intéressante. Parce que sur le plan métaphysique, elle est très spécifique, elle est unique à part. Elle est vraiment à part comme science. Comparativement à tous les ésotérismes, le New Age, on considère Carlos Castaneda comme faisant partie du New Age parce qu'on veut bien le mettre dans le New Age, mais je veux dire, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir avec les bouddhistes, avec les hindous, les divinités, ça n'a rien à voir avec ça, là. Ça n'a rien à voir. Cependant, toute forme de créature ou d'entité, on pourrait dire... parce qu'il y a plusieurs types de... Il y a des organiques. Dans la science des Castaneda, il y a ce qu'ils appellent des êtres organiques et il y a les inorganiques. Les inorganiques, c'est comme des entités... mais je vais faire une autre vidéo là-dessus. Parce que sérieux, c'est tellement vaste comme monde, là, la science de Castaneda, la science des Toltecs, que je peux pas résumer, je peux pas tout mélanger parce que je vais me mêler moi-même, puis je vais vous mêler. Fait que là, si je prends de la bière, à soir je prends un petit verre de bière, ou ben mon point d'assemblage, bon, il va se déplacer un petit peu. Mettons, il va aller ici. Bon, je sais pas si on va bien, mais c'est pas grave. T'sais, juste pour dire, ça n'aura pas un gros impact. Parce que, oui, bon, ben mettons, je me saoule en mort, par contre, là, ça va bouger plus. Mais ça va pas altérer totalement ma réalité dans le sens où ce que je vais encore pouvoir concevoir le monde comme étant normal, tu sais. Mais si je prends de la DMT, ou je me tape un trip de LSD, et je vais être encore dans la bande humaine, mais je vais être à mon point d'assemblage, il va être fixé à un autre endroit de manière temporaire, parce que, dans le fond, il y a comme... il va passer d'un bout à l'autre, mais il est tout le temps, dans le fond, le point d'assemblage, quand il est déstabilisé, il est tout le temps en mouvement. Parce qu'il est, comment dire, je sais pas c'est quoi le phénomène élastique, mais il est élastique. Il revient quand même. Il va s'extendre, dans le fond, le cocon lumineux peut même, genre, comme essayer de défoncer, si on veut, là. Bon, ben, il va aller à une certaine extrémité. Mais à un moment donné, il va revenir à son point de fixation d'origine parce que c'est sa propension naturelle
pour, on pourrait dire, l'homéostasie de la conscience. On pourrait dire ça, parce que pour l'équilibre, sinon, ben, il dit, Don Juan, il dit que ça peut arriver que le point d'assemblage ait à une zone vraiment comme, ça peut te fucker à tout jamais, tu peux virer fou, là. T'sais, si tu prends la DMT à chaque jour, ça se peut que tu vires fou, là. D'ailleurs, chez les Toltecs, les substances hallucinogènes, ils appellent les plantes de pouvoir. Les plantes de pouvoir ont leur utilité, mais de manière expérimentale, temporaire. Pour des fois déloger le point d'assemblage qui est trop fixe. Mettons quelqu'un qui est hyper rationnel, hyper matérialiste, qui a pas d'ouverture d'esprit, pète-lui un trip de LSD et si ça marche pas, ben donne-y un trip de ayahuasca ou un trip de DMT ou un trip. Là, à un moment donné, là, son point d'assemblage qui était tellement rigide, fixé rigidement, ancré à sa fixation, va être beaucoup plus flexible, va être plus ouvert à se déplacer. Puis ben, si tu es en contact avec un nagual, ben là, c'est sûr que tu deviens son... S'il veut te faire de toi son disciple pour que tu deviennes toi-même un sorcier, ou voire même, il te voit que tu as une propension à être toi-même nagual, ben, il va t'entraîner, il va voir ton potentiel. C'est ce qui se passe avec Carlos Castaneda, avec Don Juan Matus. Puis là, Carlos Castaneda, il rencontre Don Juan, dans le fond, c'est son maître guerrier. C'est le nagual qui apprend la fonction guerrière à Carlos. Puis l'autre, c'est Don Gennaro qui lui apprend la fonction sorcière ou sorcier. Puis là, il faut s'entendre, le sorcier, c'est pas de la sorcellerie, des incantations, comment dire, comme Gargamel, ou comme la sorcellerie telle qu'on la décrit souvent conventionnellement, ça n'a rien à voir. Le sorcier est un homme de connaissance qui a la capacité, soit par le rêve, soit par le traquage, de déplacer son point d'assemblage, d'aller dans ce qu'on appelle le nagual, d'aller dans l'inconnu, pour s'entraîner, pour en tirer des connaissances par le rêve, par toutes sortes de modalités de perception pour entraîner le point d'assemblage, mais pour tenter, voire même de créer une science, tenter d'assembler des mondes, mais en tout cas, c'est compliqué un peu tout ça. Mais je pense que dans le fond, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il en est en ce qui concerne le point d'assemblage. Évidemment, bon, je vais essayer de partager mon texte dans la description. En tout cas, je vais essayer de... C'est comme un ensemble de notes en ce qui concerne le concept, la notion. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou des choses que vous considérez que j'ai oubliées, ben, mentionnez-le. Ou si j'ai fait une erreur, mentionnez-le. J'ai le droit de faire... C'est ma première lecture, puis je pense que pour une première lecture, disons que j'ai quand même pas mal saisi ce qui en est de la science. En tout cas, pas intégralement parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais je vais être bon pour faire quelques vidéos en ce qui concerne la science des Toltecs. D'ailleurs, j'ai goût de faire une vidéo sur le guerrier. Qu'est-ce que le guerrier? Ça va être très... Je pense que ça va être une vidéo assez longue. Il va falloir que je la prépare parce que c'est quelque chose. Je vais parler de la folie contrôlée,
du ne pas faire, du non-apitoiement, de l'absence de l'importance personnelle. Bref, de plusieurs affaires, plusieurs concepts, plusieurs disciplines à mettre en place pour devenir un guerrier. Et l'ultime but du guerrier, c'est d'aller... c'est de retrouver sa totalité, mais c'est de disposer de ses énergies de manière adéquate. C'est quoi? C'est l'impeccabilité. Le but du guerrier, c'est d'être absolument impeccable pour retrouver sa totalité. Puis c'est quoi la totalité? C'est la capacité de pouvoir se déplacer, d'assembler, d'être stable, d'être inébranlable et impassible face à l'inconnu. C'est ça le but du guerrier. Le but du sorcier, c'est de se pratiquer dans l'inconnu. C'est de trouver des... En tout cas, c'est deux affaires différentes. Le sorcier et le guerrier, c'est deux affaires différentes, mais qui sont complémentaires pour devenir un homme de connaissance. Donc, je vais faire plein de vidéos là-dessus. Là. C'est juste parce que ça me prend du temps, puis faudrait que je me remette dans la lecture, puis c'est tout un pan de science que moi je trouve, que je découvre, qui m'inspire, sans pour autant que je tombe dans la croyance de ça. Mais je trouve ça très intéressant, très innovant, puis très particulier comme façon de voir le monde. Je trouve ça particulier comme métaphysique. Puis on a beaucoup, à mon avis, à apprendre simplement de l'art du guerrier pour gérer notre tonal, notre ego finalement, notre forme de pensée, nos connaissances, notre pensée, tout ça. La gestion du tonal, c'est déjà quelque chose chez Castaneda que tout le monde aurait intérêt, à mon avis, à avoir en tout cas l'expérience ou mettre en place comme discipline. Après ça, de vouloir naviguer dans l'invisible, dans l'inconnu, dans l'infini, ça c'est une autre affaire. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Puis inquiétez-vous pas, je vais en faire d'autres parce que je pense que il n'y a pas assez de vulgarisateurs francophones sur Internet qui parlent de la science de Castaneda. Puis même quand il y en a qui en parlent de manière bisounours, new-ageuse, déglinguée, totalement colorée, qui n'a rien à voir avec ce qu'il y en est réellement. Donc, merci de m'avoir écouté.